Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité nous accompagne pour donner son point de vue sur la question. Le Congo est aujourd'hui la plaque tournante d'une certaine manière de la corruption. Le pays est classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Depuis que Tshisekedi est en place, la situation s'est dégradée. Alors lui a fait de cette question-là, de la lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Il a failli laisser la vie à l'époque de Kabila et aujourd'hui il vit en exil. On parlera donc de cette question-là. On reviendra également sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Vous le savez, Goma et Bukavu sont toujours sous contrôle des hommes de la FCM 23. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix revienne définitivement dans cette partie? Et cette question épineuse aussi qui retient l'actualité politique dans le pays, la question du changement de la Constitution, fera également partie de débats au cours de cette émission. Notre invité de ce soir, c'est Monsieur Oscar Rachidi. Monsieur Rachidi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pierrot. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ici à Bruxelles, en Belgique. Vous êtes connu au Congo comme un chantre de la lutte contre la corruption. Et à un moment donné, vous avez disparu du pays. On apprend que vous avez été en exil. Ça se passe bien ici en exil? Vous savez que l'exil, c'est toute une école. C'est une formation. Nous qui exercions des fonctions, des hautes fonctions au pays, parce que pour une information, j'étais cadre à la SNCC, c'est-à-dire Société Nationale Chemin de Fer du Congo. Au Katanga. Au Katanga. J'étais membre du comité de gestion. Et c'est là que j'étais défenestré parce que j'ai lutté, j'ai dénoncé la corruption, j'ai dénoncé les contrats léonais. On voulait vendre une partie juteuse de chemin de fer. Vous savez, Sakanya Dilolo. Donc, c'était une partie très importante pour cette société. Il y avait une société Kamek qui voulait prendre ça à 25 millions de dollars. Moi, en tant que représentant du personnel au comité de gestion, je m'étais opposé. Parce que l'argent n'a pas de fin. On ne peut pas brader le patrimoine de l'État au profit des étrangers, parce que c'était un étranger qui voulait acheter cette partie du chemin de fer. Mais aujourd'hui, tout le monde me donne raison parce que la société est esquintée. Il y a des sociétés sous-traitances qui opèrent à la SNCC. Il y a des gens, des privés, qui viennent avec des locomotives. Donc la SNCC, là, vous la voyez, elle reste seulement une moribonde. Donc à l'intérieur, c'est vide, c'est creux, quoi. Il n'y a rien. Les locomotives que vous voyez là-bas, ce sont des privés qui ont acheté des locomotives et les faire travailler. On va parler de ça. Vous êtes donc parti en exil, si ma mémoire ne me trahit pas, en 2016, parce qu'il y a eu des tentatives de mort contre vous. Mais vous m'ouvrez une parenthèse sur la question de la SNCC. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, lorsqu'on a commencé l'affaire des contrats chinois, à un moment donné, Matata, Premier ministre, on se retrouvait à Lubumbashi où on avait acheté une bonne dizaine de locomotives. On nous a dit que ça venait de Chine. Il y a des gens qui ont critiqué en disant que c'était des vieux outils qu'on a rafistolés, Donc c'était faux. Kabila n'a jamais remis en bras la société SNCC. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'étais parti en exil, parce que j'avais dénoncé justement le détournement de cette somme, de cette bagatelle somme de 257 millions de dollars. C'était un financement de la Banque mondiale. Pour relancer la SNCC. Pour relancer la SNCC. Nous sommes en 2014. En 2014. Je me rappelle plus. Oui, tout à fait. En 2014. OK. La Banque mondiale avait financé la SNCC avec cette somme pour qu'on puisse acheter et les locomotives, qu'on réfectionne la voie, n'est-ce pas, qu'on paye certains pensionnaires. Et à l'époque, vous êtes cadre à la SNCC. J'étais membre du comité de gestion. OK. Donc, j'ai siégé parmi les grands les mandataires. Et moi, je m'étais opposé à ça. L'argent était arrivé. Mais on n'a pas vu l'argent financer le projet pour lequel cet argent a été destiné. Non, mais moi, je me rappelle, à l'époque, je suis journaliste à Digital Congo. On nous avait invité à l'époque, Matata à la primature. On a fait de l'inauguration en pompe. Je me rappelle, la fanfare avait joué. Tout ça, c'était des opérations de saupoudrage. C'était quoi? Parce qu'après, on nous a dit que c'était plutôt des vieux gambards qu'on a rafistolés. Vous étiez de l'intérieur. C'était une corruption. Les 250 millions n'ont jamais servi à relancer la SNCC. Mais j'avais dénoncé ça. Nous étions partis, même à Kinshasa, pour discuter avec le gouvernement, avec même les gens de la Banque mondiale. Parce que ce que j'ai compris, c'est quoi, M. Perrault? L'argent, les organisations internationales que nous voyons, ou les organismes internationaux que nous voyons,
il donne avec la main droite, mais il récupère avec la main gauche. Nous avons dénoncé cette histoire-là. L'argent n'a pas été affecté pour acheter des locomotives. Ce que vous avez vu, justement, c'est après qu'on ait dénoncé, pour camoufler, il y a eu un supplément de 57 millions de dollars. Mais les 255 millions étaient partis où? Matata avait volé, c'est Kabila qui avait pris l'argent. Ça s'est volatilisé, destination inconnue. Non, mais attendez, moi, je cite les noms des gens. Ouais. À l'époque, moi, journaliste à Dichal Congo, on nous amène, Matata Ponyo va s'enorgueillir, on dit, on relance la SNCC. Qui avait volé cet argent-là? Vous étiez dans le comité de gestion. Mais justement, ce que je vous dis, l'argent n'est pas arrivé à la SNCC. Mais qui a volé, justement? C'était parti où? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je vous confirme que l'argent n'est pas arrivé à la SNCC. J'avais dénoncé. Pas moi seul, tous les délégués syndicaux de l'époque avions dénoncé ça. Mais, curieusement, la Banque mondiale qui avait donné l'argent n'avait pas pris des sanctions, des mesures drastiques pour punir les gens à qui ils avaient remis cet argent. Et même le gouvernement, parce qu'on sait que c'est le gouvernement qui devait prendre l'argent et donner à la SNCC. Rien du tout. Quand il y a eu du bruit, c'est alors qu'un supplément de 57 millions était donné et on avait dépêché une délégation de Lubumbashi vers la Chine, acheter les quelques locomotives que vous aviez vues. Parce que l'objectif, c'était quoi? Réfectionner la voie pour permettre à la SNCC que les trafics soient fluides. Mais aujourd'hui, quand on avait acheté moi je les appelle camelotes parce que, excusez-moi, ça n'a pas fonctionné. 1 mois, 2 mois après, ces locomotives-là, presque toutes, étaient tombées en panne. Donc même les 57 millions n'ont pas acheté des vraies locomotives. On a acheté des camelotes. Ça, c'est le mot que je puisse dire, des camelotes. Parce que ça n'a pas fonctionné. On a pris des locomotives à gauche, à droite, on a mis la peinture et on les a amenées là-bas. 1 mois, 2 mois après, et il y avait même d'autres locomotives il y avait un problème d'écartement de voie. Vous voyez, ça ne convenait pas. Il fallait modifier au niveau de Lubumbashi. Et comme il n'y avait pas de techniciens spécialistes, eh bien, ces locomotives étaient mises à la poubelle. C'est pas possible. C'est le témoignage. Donc, un peu plus de 300 millions de dollars, c'était parti en fumée. Mais bien sûr. Je rappelle quand même que M. Oscar Achidi, tout en étant cadre à la Société nationale du chemin de fer du Congo, vous êtes encore président de la Ligue contre la corruption et la fraude, qui est une ONG de défense des droits de l'homme. Vous avez dénoncé beaucoup de choses. J'ai dit ici que vous avez échappé plusieurs fois à la mort. À l'époque, déjà, vous sonniez la sonnette d'alarme. Vous disiez, je me rappelle, que le régime de Kabila était un régime corrompu à un moment donné, qu'il y avait des choses. Est-ce que vous confirmiez que le Kabila qui fait rêver un certain nombre de gens aujourd'hui n'a pas été le bon saint, comme vous le disiez à l'époque? Ici, je ne peux pas personnifier les débats. Je vois les dirigeants, la classe dirigeante. C'est la même chose aujourd'hui. Parce qu'on peut dire que c'est Kabila qui était à la base. On parlera d'aujourd'hui, hein, parce que oui. vous m'avez dit en préparant cette émission qu'aujourd'hui c'est pire. Oui, je voudrais d'abord qu'on fasse une analyse à l'époque. Oui. On parlera d'aujourd'hui. Vous qui travaillez dans le domaine de la lutte contre la corruption, là vous nous faites une révélation. Moi j'ai dit, j'étais journaliste à Digital Congo, j'ai été à Lubumbashi à l'époque en 2014. Je me rappelle de cette inauguration en fanfare, Matata en train de s'enorgueillir, en train de nous dire qu'il a relancé la SNCC, etc. Et ce qui m'a marqué lors de cette cérémonie, il y avait des majorettes qui sont venues de Lupopo, tout ça, ils chantaient, ils dansaient. Donc je me rappelle encore comme si c'était hier, mais là je me rends compte que près de 300 millions de dollars ont été galvaudés et vous dites que les gens se sont partagés ou, je sais pas moi, l'argent a pris destination inconnue. Quelle était la situation des corruptions à l'époque de Joseph Kabila? À l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, donc de son régime, on dénonçait toujours la corruption. La corruption gangrénait dans tous les secteurs, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans l'administration publique. La corruption était présente et on dénonçait ça. Mais le problème, c'est lequel? Le pays, notre pays, le Congo, est riche, n'est-ce pas? Mais il faut voir la situation de la population. À l'époque, les agents de la SNCC, les agents de la GECAMINE, est-ce qu'ils étaient payés? Ils n'étaient pas payés. Les pensionnés n'étaient pas payés.
Mais aujourd'hui, c'est pire. Parce qu'à l'époque, je peux vous dire une chose, ce qui m'écœurait beaucoup à l'époque. Les pensionnés, leurs femmes, pour être payées, il fallait corrompre. Il y a d'autres femmes, pour être payées. À l'époque. Je vous dis bien, à l'époque. Quand le régime Kabila était encore là. Mais j'étais au comité de gestion. J'étais syndicaliste. C'est-à-dire que pour qu'un retraité puisse être payé, il faut corrompre. Il faut corrompre. À la SNCC. Moi, je vous dis que j'ai été en exil plus de 3 fois. Parce que j'ai trouvé que cette situation n'était pas normale. Il fallait dénoncer pour parvenir à arranger la situation. Mais j'avais eu des problèmes avec les autorités. Moi, je vivais dans je dormais parfois dans les véhicules. Hein. Je prends mon véhicule, je laisse quelque part, je prends une petite voiture, je la parque là-bas, je dors. Je vous ai dit que mon chauffeur était tué parce qu'on avait tiré sur moi plusieurs fois. C'est à l'époque de Kabila. C'était pour faire quoi? C'était pour dénoncer justement la corruption. Parce qu'il faut qu'on se le dise, vous avez fui les pays en 2016. Hein, oui. Parce qu'il y a eu une tentative de mort contre vous. Et vous dites que cette tentative de mort-là, c'était pas la première. Avant, 3 fois, on avait tiré sur vous. Oui. Et vous avez même mis main à partir avec Tamboué Mwamba, d'après ce que j'ai appris, etc. Quoi. Oui, j'avais porté plainte contre le Tamboué Mwamba. C'est ici à Bruxelles, tout le monde le sait. C'est ici à Bruxelles. Pourquoi? Parce que quand il était dans la rébellion, aujourd'hui, on dit, oh, il y a des rebelles, ainsi de suite. Mais Tamboué Mwamba était dans la rébellion. C'était quoi? C'était toujours au RCD, non? À l'époque de RCD. Il avait autorisé qu'on puisse bombarder un avion civil avec quelques missiles, vous vous rappelez? Ouais. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, je me suis porté partie civile ici et j'ai porté plainte. Malheureusement, vous savez comment l'environnement dans lequel nous évoluons, M. Perrault, le dossier a été étouffé. Non, mais revenons. Vous dites que le Congo a toujours vécu avec une exagération de la corruption et que à l'époque, c'était aussi importante. Mais on nous dit quand même que le président Kabila, son régime, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, ils ont trouvé les pays en lambeaux, etc., qu'ils ont fourni énormément d'efforts. Vous inscrivez en faux contre toutes ces déclarations? Je dis ceci. Il faut bien me suivre. À l'époque, la corruption gangrénait un peu partout. Mais s'il faut comparer maintenant, aujourd'hui, c'est pire. Alors la comparaison, parce que c'est là que vous voulez m'amener. Voilà. Quelle est la différence qu'il y avait parce que vous êtes quand même président de la Ligue contre la corruption et les fraudes. Et la fraude, quelle est la différence en termes de poids, en termes de pourcentage? Parce que vous êtes un spécialiste dans le domaine qui existe aujourd'hui ou qui existait entre le régime de Kabila et les régimes de Tshisekedi aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque de Kabila, je peux faire une comparaison selon les scores. Allons-y. Oui. Les scores négatifs aujourd'hui avec le régime de Tshisekedi, nous avons par exemple sur le plan de contrôle, juste sur le plan du contrôle de la corruption, nous sommes à moins 1,48. Mais à l'époque de Kabila, c'était moins 1,50. Vous voyez la différence? Efficacité des gouvernements. À l'époque de Kabila. Ça, c'est les statistiques de quelle structure? Oui, selon la Banque mondiale. Banque mondiale, ok. Ça, c'est la Banque mondiale. Et la stabilité politique. Aujourd'hui, nous sommes à moins 2. À l'époque de Kabila, c'était à moins 0,5. Donc, c'était quand même un peu bien. Donc, la situation s'est dégradée. C'est gravement empirée. Elle s'est empirée aujourd'hui. Parce que, M. Perrault, aujourd'hui, on détourne partout. Vous avez suivi dernièrement, quand un ancien ministre des Finances, c'est Nicolas Kazadi, avait déclaré. Il a dit qu'on se partage d'abord l'argent et le reste, on verra. Voilà. Et c'est ce qui s'est fait. Je vous informe que l'argent venu du Haut-Katanga, dans le secteur minier, qui devrait servir au budget de l'État, cet argent est en train d'être partagé. C'est la raison pour laquelle je viens vous répéter ici, vous dire ici que la corruption aujourd'hui a pris des allures très, très, très inquiétantes. Et elle est, avec cet indice qu'on nous a présenté par la Banque mondiale, le niveau de la corruption est très élevé. Et ça ne permet pas à un pays de se développer. Et la raison pour laquelle il n'y a même pas d'investisseurs qui viennent au Congo.
Parce que pour venir au Congo, avant d'investir, il faut corrompre. On vous demande, vous voulez investir avec combien? Oh, 10 millions. Vous devez donner d'abord 2 millions. Un investisseur sérieux ne peut pas venir. C'est pourquoi il n'y a aucun investisseur qui vient au Congo investir. Donc, pour vous, Tshisekedi est pire, de loin pire en matière de corruption, de détournement que M. Kabila? Je le répète, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les statistiques. Je vous donne les statistiques de la Banque mondiale. Elles sont là. On vous dit, l'indicateur de la Banque mondiale en RDC dit que les entreprises ont perdu plus de 1,5 milliard de dollars. C'est la Banque mondiale. Si vous voulez vérifier, allez vérifier. Moi, je ne dis pas les choses qui viennent de ma tête. Donc, la corruption est pire. On détourne tout aujourd'hui. Partout, ce sont des dossiers de détournement. Que ce soit les ministres, que ce soit les conseillers. Tout le monde est impliqué dans la corruption. Elle s'est installée partout, monsieur. Toutes les entreprises sont empêtrées. On ne paye pas. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous savez qu'il y avait un retard de 3 mois. On a demandé même à une conférence de presse que j'ai suivie, monsieur le président Tshisekedi, il avait demandé au ministre de s'expliquer pourquoi il y avait retard de paiement. Pourquoi? Parce que quand l'argent entre, la première chose, c'est quoi? C'est de se partager. Et même les organismes internationaux se plaignent. On a donné l'argent pour financer l'opération Ebola. Cet argent, ils se sont partagés. Le dossier des 145e territoire. Vous connaissez ça? Avec Tshisekedi. Passez dans les territoires, vous n'allez pas trouver les chantiers. L'argent, ils se sont partagés. Et tout ça, c'est quoi? C'est de la corruption. Donc, ce régime, en tout cas, c'est pire que le régime de Kabila. Et tout le monde regrette ça. Monsieur Rachedi, puisqu'on parle du régime de Kabila, vous êtes, je l'ai dit encore, je voudrais le répéter ici, président de la Ligue contre la corruption et la fraude. On vous reproche, vous, les ONG de défense des droits de l'homme et des ONG en particulier, même certaines structures aussi de la communauté internationale, d'avoir la main tellement légère avec Tshisekedi. À l'époque des Kabila, on vous voyait à temps et à contre-temps. Vous-même, vous dites que vous avez échappé 3 fois à des tentatives de mort parce que vous dénonciez à l'époque de Tshisekedi, plutôt des Kabila. Oui. Aujourd'hui, des gens comme Jean-Claude Katende, je ne sais pas si vous le connaissez certainement, on l'entend plus. Des gens comme Georges Kapiamba. Katende, encore, on l'entend encore un peu sur Twitter, oui. Lui, j'ai comme l'impression qu'on l'entend. Des gens comme Kapiamba, Georges, moi, je me rappelle avec son histoire d'accès à la justice à Cage. À Cage, action. C'était tous les jours rapport contre Kabila, rapport contre Kabila. Des gens comme Tchombela aujourd'hui, qui presse d'ailleurs pour la révision de la Constitution, etc. Oui. Des gens comme Christopher Ngoy, des gens comme Sapou, qui est aujourd'hui un pote Tshisekedi, qui est aujourd'hui à la Fédération internationale. Mais qu'est-ce qui fait qu'à cette époque, vous, les ONGD, vous étiez aussi au fond contre Kabila, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que Tshisekedi, qui semble faire pire que Kabila, bénéficie d'autant de largesse de la part de vos organisations? Vous allez m'excuser parce que notre déontologie ne nous permet pas de nous critiquer entre nous. Mais sinon, quand même, en tant que président d'une ONG qui lutte contre la corruption, je suis appelé à dire quand même la vérité. Ok. Vous citez, c'est vous qui avez cité les noms. Oh, oui. Kapiamba, je peux me permettre, voilà, je peux me permettre aussi de citer les noms. Vous citez Kapiamba. Vous citez Tchombela. Paul Sapo. Christopher Ngoy, c'est les noms que je connais. Hein. Oui. Ils sont Tchibangu, Mulumba, Kankonde. Tout ça, ce sont les responsables des ONG. Mais ils appartiennent dans quel espace linguistique? Ah, c'est le Walouba pour la plupart. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, qui est président de la République? Il est de leur obédience. Ils défendent l'intérêt de l'espace dans lequel ils appartiennent, l'espace linguistique. Ce que vous dites, c'est grave. Mais ce n'est pas grave. Je dis la vérité. Vous voulez dire que Tshisekedi bénéficie au nom de la solidarité ethno-tribale, ce sont des agents qui étaient envoyés dans la société civile. Parce que je l'ai dit avec force. Pourquoi? Parce que dans tous les groupes, ces gens-là
On était avec eux. Ici, à Genval, ils étaient avec nous. Ils disaient non au changement de la Constitution. Mais quelle est la mousse qui les a piqués aujourd'hui pour qu'ils changent à 90 degrés pour dire oui maintenant au changement de la Constitution? C'est une question que je vous retourne, M. Perrault. Tous ces gens-là, j'ai des photos avec moi. Ils étaient ici à Genval, qui étaient organisés par un leader politique. Etienne Tshisekedi. C'est pas... Katumbi, tout ça. Voilà. Ok. C'était pour combattre justement le changement de la Constitution. Ils étaient là. On était avec eux. Mais tous, quand le président actuel a accédé au pouvoir, tous ils sont partis. Et ils défendent, si vous entrez même dans les réseaux sociaux, vous critiquez seulement le régime, vous avez des attaques de ces gens-là. Tchombel a dit, il est passé avec un pasteur là, Majiba, si c'est Majiba. Ejiba Yamapia. Où il disait qu'effectivement, on doit changer la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y a un article dans la Constitution qui concède, n'est-ce pas, la souveraineté. Non, elle parle du territoire. Et pourtant, c'est pas vrai. On parle de la souveraineté, mais ils disent là, ils trompent la population qu'on va céder une partie du territoire aux pays voisins. Ce qui est faux, M. Perrault. C'est Tchombela qui a dit ça. Si vous entrez sur Facebook, vous allez le voir en train de faire ces déclarations mensongères comme ça. Donc ça, tous les combats que vous meniez à l'époque contre Kabila, c'était seulement parce qu'il n'était pas Moulouba. Moi, je reste là où je suis. J'ai continué le combat comme on avait combattu le régime. Je n'ai pas combattu Kabila, j'ai combattu le régime. C'est parce que c'est un système. Et aujourd'hui, comme ceux qui ont accédé au pouvoir reviennent dans les mêmes choses, je suis là, en train de combattre aussi ce régime. Vous voyez? Mais les autres sont partis. Il y a M. Jean-Claude Katende, parce que vous l'avez cité, lui, en tout cas, il est avec nous. Il y a un autre, là, Timothée Mboya, qui est avec nous. Vous voyez? Mais tous ces groupes-là dont vous avez cité... Il est avec vous où? Mais de notre côté. De la patrie. Oui, oui. Vous comprenez, M. Perrault? Okay. Ce sont des choses sérieuses que je suis en train de... Je m'engage. Avec tout ce qu'il y a comme risque, je m'engage. Parce que nous avons les devoirs, nous avons l'obligation de sauver le pays, de sauver la patrie. Les gens qui étaient avec nous sont partis à la mangeoire. C'est pas normal. Et nous ne sommes pas sérieux à cause de ça, M. Perrault. Donc la tribu Machi Amoumenu, comme on dit... Heureusement, c'est vous qui me donnez ce terme. Je l'avais entendu une fois, Machi Amoumenu, mais effectivement, ça fait du travail. Allez, on va continuer l'émission, peut-être prendre aussi des questions d'actualité politique dans le pays. Monsieur Oscar Rachidi, mais vous avez combattu Kabila, vous avez échappé à la mort, vous combattez aujourd'hui la corruption avec Tshisekedi. Comment voyez-vous l'avenir du pays, vous qui êtes dans le domaine? Est-ce que vous êtes rassuré au terme des éléments à votre disposition en matière de corruption, en matière de détournement, ou vous vous dites, allez, c'est parti pour la belle, ce pays n'existera pas si ça continue comme ça? L'avenir est sombre. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui favorisent la corruption. Ils sont impliqués dans la corruption. Ils sont impliqués dans les détournements, dans les vols. Avec ces gens de personnes, comment vous allez compter qu'elles vont arranger le pays? C'est eux qui devraient combattre la corruption. C'est eux qui devraient combattre les détournements. C'est eux qui devraient sanctionner justement les actes de corruption. Mais malheureusement, ils sont impliqués jusqu'à la moelle épinière. L'avenir est sombre. L'avenir est sombre parce que nous ne pouvons pas compter avec ces gens-là. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour faire expliquer à la population qu'avec cette classe politique dirigeante, elle ne va pas donner des solutions aux problèmes de la population et aux problèmes du pays. Il faut la changer. Oscar Rachidi, je rappelle une fois de plus, hein, c'est juste une répétition, que vous êtes président de la Ligue contre la corruption. Mais quand je préparais cette émission en lisant un peu votre biographie, je me suis rendu compte que vous êtes beaucoup spécialisé dans l'exploitation minière,
vous vous êtes longtemps battu contre l'exportation des produits miniers bruts. Est-ce que la situation a changé aujourd'hui dans le pays? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le combat que vous meniez déjà à l'époque sous le président Kabila, pour que l'on n'exporte pas les produits miniers, d'abord, je vais poser la question, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous reprochez à l'exportation du produit minier brut avant qu'on rentre à l'intérieur d'autres questions? Monsieur Perrault, je peux vous expliquer en termes lapidaires. Vous voyez un investisseur chinois. Je ne cite pas la personne. Je donne seulement une qualification. Un Chinois ou un Indien qui vient avec des camions, il achète les minéraux. Parce qu'il y a une méthode qu'on appelle la handpicking. Les gens, on appelle les exploitants artisanaux, les jeunes là, qui vont là-bas ramasser et puis ils vendent. Ce monsieur prend ces minéraux bruts, il les transporte vers la Zambie. Là-bas, 1 kilo peut-être de cuivre coûtait par exemple 10 000 $. Mais comme ils ont les bruts, ils les travaillent là-bas. Ça doit faire quoi? Ça doit faire chuter les prix du cuivre au niveau international. Mais pendant qu'ici, chez nous, il a acheté à vil prix, à un prix dérisoire. C'est pourquoi nous avons dit, au lieu d'exporter les produits bruts, il faut les travailler ici chez nous pour donner d'abord l'emploi à nos Congolais, à nos frères congolais. On doit créer des usines ici chez nous pour les travailler et les exporter en produits semi-finis. Ça épargnerait aussi le fait que quand on transporte ces minéraux-là, il y a des débris qui tombent un peu partout sur la route et dedans là, il y a des produits uranifères. On avait, à une époque donnée, constaté qu'il y avait trop de malformations, des enfants qui étaient nés mal formés dans nos formations médicales au Congo. C'était dû à quoi? À ces produits uranifères. C'est pourquoi nous nous sommes dit non, au lieu qu'on exporte les produits bruts, parce que nous perdons, nous, en termes de prix, et nous perdons parce que, en termes d'emploi, si on travaille ici, on va créer des usines, on va engager nos frères, et ils auront de l'emploi. On va créer des milliers d'emplois. Vous voyez, c'était ça notre combat. Mais aujourd'hui, vous avez dit, M. Perrault, qu'est-ce qui est là? Mais aujourd'hui, c'est très pire. Plus pire. Parce que ce sont des familles, les membres des familles, qui s'accaparent de certains carrés miniers aujourd'hui. Les membres des familles. Ils arrachent les mines des gens. Ils arrachent les mines des gens. On donne à certains pasteurs. Donc, il n'y a plus d'éthique, il n'y a pas de qualification. N'importe qui se présente, mais qu'il soit de la famille du président, eh bien, il va faire la loi dans les Haut-Katanga, dans le Lualaba. Et ils prennent des carrés miniers des gens. Ils exploitent. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Avant, il y avait des contrôles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle parce que si vous arrivez là-bas, vous trouvez des militaires un peu partout. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que celui qui prend un carré minier, on ne sait pas si dans cette partie-là, il y a de l'uranium. Mais lui, il va exploiter. Et vous connaissez là où il va vendre ça? Donc, vous ne plus contrôler. Que nous ayons des usines, des raffineries chez nous, qu'on puisse raffiner et qu'on ne vende pas des produits bruts. Hein. Exact. C'est ça notre combat. Est-ce que ça s'est amélioré depuis que vous avez commencé ces combats? Que ce soit à l'époque des Kabila, que ce soit... Aujourd'hui, vous dites que c'est encore pire qu'à l'époque des Kabila. Selon les informations que nous avons, parce que je ne suis pas au pays, mais nous lisons tous les jours, c'est plus pire qu'à l'époque des Kabila. Vous avez travaillé dans le domaine des mines, justement. Tshisekedi a dit qu'il a réussi à réformer les contrats chinois, hein, le contrat minier avec la Chine. Lors de sa dernière conférence de presse, il a parlé d'un scandale. Il a dit que c'était scandaleux. C'était d'ailleurs la preuve, selon lui, qu'il aimait le pays, parce que quand il a vu ces projets, il n'aurait pas supporté. Il a mis en place un mécanisme, une dynamique pour aller en Chine, renégocier, c'est tout ça. Quelle est votre lecture de ces contrats des Chinois, là, contrats chinois? À un moment donné, certaines personnes ont dit qu'il s'agissait d'un contrat léonais. Avec les reculs, quand vous regardez ces contrats chinois, vous pensez que c'était vraiment un contrat léonais?
Est-ce que vous lui avez reproché des choses à l'époque? Est-ce que vous saluez? Et les mécanismes et les mesures dont s'évoque Tshisekedi aujourd'hui, qu'il appelle corrections qu'il a apportées, avec notamment son fils qui est aujourd'hui à la tête de cette affaire-là, de ces consortiums-là, Anthony Tshisekedi qui représente l'État dans ses contrats avec les Chinois, vous pensez qu'il y a eu des améliorations? Quelle est votre lecture de ces contrats-là? L'honnêteté intellectuelle m'oblige de dire la vérité. Avant que le régime Kabila parte, ils avaient déjà négocié. Ils avaient déjà négocié la rivalisation du contrat chinois. Tout à fait. Ils avaient corrigé. Ah bon? Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le régime actuel a trouvé quand même, parce qu'aujourd'hui, ils bénéficient de cette correction-là. Si ils ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais c'est correct, ça je confirme, ils ont aussi amélioré. Mais avant que Kabila ne parte, le président Kabila, l'ancien président Kabila ne parte, ils avaient déjà corrigé. Est-ce que c'était un contrat léonin, comme on le disait? Oui, c'était un contrat léonin. Nous avions dénoncé ça. Le Congo avait beaucoup perdu avec ça. Trop. Ça, c'est aussi un processus de corruption. Il y avait des mécanismes de corruption à l'intérieur. Mais bien sûr. Mais vous savez, quand les Chinois venaient, ils nous avaient menti qu'ils allaient arranger des routes, ils allaient mettre de l'électricité partout, ils allaient construire, ils allaient moderniser. C'était les projets de modernisation, non? Mais où est-ce que vous avez vu ces projets réalisés? Non, mais ils ont construit la route Kinshasa-Matadi, la route Kinshasa-Chikapa, avec C'était Kikwit, à quel pourcentage? Le pont Luangue, à quel pourcentage? Je ne parle pas des réalisations du régime Kabila. Non, mais c'est des Chinois qui ont fait ça dans le cadre des contrats chinois, non? Oui. Mais le boulevard Triomphal, le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, il semble que c'est des projets qui ont été organisés, qui ont été réalisés dans le cadre de ces contrats chinois. Les pourcentages, ça représente combien de pourcents, M. Pré? C'est nous qui étions là, nous avions vu, nous avions été daubés. Donc c'est la frappe? Oui, nous étions frappés. Et c'est pourquoi nous avions monté au créneau pour dénoncer ces contrats léonais. Toute la classe politique était d'accord avec nous, la société civile. Et même là, on s'était accordé avec toutes les ONG pour dénoncer ces contrats chinois. C'est la raison pour laquelle on avait renégocié et le Congo avait quand même gagné. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel a encore renégocié et ils ont gagné quelque chose. Mais il y a beaucoup d'argent qui entre. Mais ma question, qui bénéficie de cette richesse? Où va toutes ces richesses-là? Cet argent-là va où? Parce qu'avoir la population, elle est plus pauvre. La population congolaise est clochardisée. Elle est misérable. Pendant que nous sommes riches, les minéraux un peu partout, ça pullule de partout. Mais l'argent produit de cette richesse va où, M. Perrault? C'est de la corruption, c'est du détournement. On détourne tout, on vole tout et on laisse zéro. Et qui bénéficie de ça? C'est un caste au sommet de l'État. Une petite minorité qui bénéficie de toutes ces richesses en laissant la majorité de la population dans une misère noire. Et c'est ça ce que nous dénonçons. Vous comprenez? Voilà. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Oscar Rachidi, qui est président de la Ligue contre la corruption et la fraude, une ONG de défense des droits de l'homme, qui lutte contre la corruption, qui luttait et continue à le faire dans le pays. Il est ici avec nous parce qu'il a été obligé d'être en exil après plusieurs tentatives d'assassinat contre sa personne et son chauffeur est même décédé ayant reçu une balle. Nous sommes donc en train de faire la lecture de l'actualité politique avec lui ici à Bruxelles, en Belgique. Allez, on va finir un peu cette affaire de corruption avec cette question. Les Congolais vous regardent. Vous leur direz quoi? Que l'espoir est perdu, que nous sommes, nous tous corrompus. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, Perrault, écoute, parfois ceux qui s'attaquent à Tshisekedi ne savent pas pourquoi ils s'attaquent à Tshisekedi. Le mal congolais est un mal sociétal. Vous le dites, à l'époque de Kabila, il y avait la corruption. Maintenant, à l'époque de Tshisekedi, il y en a. C'est pas un combat contre les individus, c'est un problème sociétal. Est-ce que vous pensez que nous sommes déformés comme citoyens, comme peuple, pour que nous soyons aussi, nous ayons cet attrait contre la corruption, ou vous pensez que la situation, elle est encore renversable?
Il faut toujours avoir de l'espoir, M. Perron. Il ne faut pas être défaitiste. Moi, je ne suis pas défaitiste, je suis optimiste. Nous avons des gens animés de bonne foi, de bonne volonté, qui sont là et qui peuvent changer les choses. La volonté, ici, il est question d'avoir une volonté politique de la classe dirigeante. C'est tout. On peut changer les choses. Même aujourd'hui, M. Perron, si vous le voulez, les choses vont changer. C'est question d'une volonté politique. Point barre. On ne peut pas décourager la population. Et la population elle-même aussi doit se prendre en charge. Elle doit savoir que les gens qui nous dirigent sont en train de détourner, sont en train de voler. Ça, je ne peux pas, je m'excuse, les mots sont crus, mais il faut que je les dise comme ça. Il n'y a pas d'autres mots, M. Perron. Comment voulez-vous comprendre un pays riche, premier exportateur du cuivre, de l'or, manganèse, les minerais stratégiques, tout ça se trouve chez nous. Mais passez là-bas, vous trouvez la population la plus pauvre du monde. Mais on ne peut pas accepter ça. Les gens, les Libanais, les Indiens qui viennent là-bas, ils s'enrichissent. Mais les Congolais eux-mêmes restent pauvres, sans courant, sans eau, sans médicaments dans les hôpitaux. Les enfants à l'école, ils vont étudier il n'y a pas de pupitres. Mais ce sont des choses qui doivent révolter. Mais, en tant que Congolais, on ne peut pas dire que non, croisons les bras, laissons les gens continuer à voler et que la population doit être abandonnée. Non. Donc, l'espoir est encore démis. Hein. Oui. Il faut tout à fait. Parce qu'il y a des gens comme nous, comme vous, et qui sont encore au pays, qui devront changer le pays. On va prendre un peu l'actualité politique à présent. Là, on a fait un peu un gros plomb sur la situation du détournement dans le pays, évidemment, parce que on recevait un spécialiste qui lutte dans ce domaine-là, mais l'actualité politique restait quand même dominée par cette volonté du président Tshisekedi de pouvoir changer la Constitution. Le président a dit qu'il n'avait pas besoin d'un troisième mandat, mais si la population lui en demandait, il accepterait. Il a dit que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la Constitution. Une constitution qui a été rédigée à l'étranger, une constitution qui ne répond pas aujourd'hui aux attentes et aux réalités du Congo. Est-ce que vous lui donnez raison? Vous donnez raison à M. Tshisekedi. La population, c'est quand même elle qui est le souverain des souverains, et que si elle décidait de pouvoir lui accorder un troisième mandat, il dit qu'il ne refuserait pas. M. Perron, ici, je dois regarder la population. Je dois rappeler quelque chose. Que cette constitution que nous avons, nous l'avons obtenue après multiples conciliabules. On était à Lusaka, on était un peu partout, à Sun City. Et vous savez pourquoi on a obtenu ça? La population peut-être ne le sait pas. Parce qu'il y avait des guerres un peu partout. Mais pour mettre toutes les forces politiques et sociales ensemble, on a eu cette constitution pour avoir la paix. Mais quand on veut dire aujourd'hui qu'on doit changer la constitution, mais je ne comprends pas, je ne me retrouve pas. Parce que nous étions avec le président Félix Tshisekedi à Paris, au Quai d'Orsay. Moi, je les ai accompagnés. On était partout, ici à Genval, à Kinshasa, dans des manifestations. Parce que quand, je vous informe, quand le président Tshisekedi était rentré, heureusement mort, c'est nous qui étions partis avec lui. Étienne Tshisekedi. On avait organisé la réunion de Genval. C'est nous ici. Moi, personnellement, j'achetais les billets des hommes politiques, des acteurs de la société civile, pour venir assister à la réunion ici de Genval. Avec l'argent de Katumbi? Avec l'argent de M. Katumbi. Ah, vous confirmez que c'est Katumbi qui a financé Genval? Je confirme. Qui a organisé? Je confirme. Donc ceux qui disaient à l'époque que Katumbi achetait l'UDPS, c'est qu'il donnait de l'argent. Il n'avait pas acheté l'UDPS. M. Katumbi avait dans ses idées de mettre toute la classe politique ensemble afin de combattre le changement de la Constitution. Donc, les gens qui sont venus, vous étiez parmi les gens qui avaient payé les billets, etc. C'est moi qui payais. Moi. Mais vous avez donné la responsabilité de leur acheter les billets? Non, j'étais responsable des AR, dans le rassemblement. AR, c'était... Alliance pour la République. C'était qui l'autorité morale? L'autorité morale, c'était Sessang. Ah, ok. C'était le président. On était dans cette structure-là, les hommes politiques, donc les partis politiques, les ONG, tous, on était dans cette alliance-là. Et quand l'argent était venu, on payait les billets. L'argent de Katumbi, il faut le dire. Hein? Bien sûr.
Mais aujourd'hui, quand on insulte partout, on ergote, Katumbi ne fait pas ceci, cela, je ne suis pas de son parti, je ne le connais, je le connais en tant qu'acteur politique, mais je ne suis pas de son parti. Mais quand quelqu'un a fait du bien pour le pays, il faut le dire. Il avait financé. C'était pour combattre justement le changement de la Constitution. Et pour obtenir l'alternance qu'aujourd'hui, les gens de l'UDPS s'enorgueillissent. Il y a fait tout un processus, M. Perrault. Vous voyez? Mais maintenant, après avoir passé, vous vous rappelez la réunion de Genève? Qui finançait tout ça? Qui finançait? Genève, ils avaient choisi Martin Fayulu comme candidat. Voilà. Ça, c'était encore Katumbi. Mais la plupart de toutes ces réunions-là, en tout cas, il y avait la main de ces messieurs-là qui voulaient la paix au Congo, qui voulaient qu'il y ait une alternance pacifique, civilisée. Mais aujourd'hui, on l'a invectivé un peu partout, on l'insultait, ceci, cela. Mais il a beaucoup travaillé, même si on le néglige aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Autre chose, M. Perrault, ces messieurs-là, tous ces gens-là, qui disaient non au changement de la Constitution, vont changer directement aujourd'hui pour dire non, non, il faut changer cette Constitution. Elle vient de l'étranger. Elle a été rédigée par les étrangers. Mais on est où là, M. Perrault? On est où? Et pourtant, ce n'est pas le problème de la Constitution. La Constitution n'a aucun problème, M. Perrault. La Constitution, le problème ici, c'est le respect de la loi, le respect des textes. Le problème, c'est les personnes, les individus qui devraient respecter cette loi. Ils ne les respectent pas. C'est pourquoi il y a des problèmes. Ce n'est pas la Constitution. L'autre raison que je vais vous donner information. Vous savez pourquoi on veut changer la Constitution? Pourquoi? C'est pour que M. Tshisekedi devienne roi du Congo. Ah, il veut transformer le Congo en un royaume? Oui, oui. Il veut être appelé Roi Soleil. Lazare ressuscité. Ah, heureusement que vous connaissez tout ça. Bon, moi, je m'excuse, je suis cru. Hein, je suis vraiment... Parce que quand ça monte, je sors. Lazare ressuscité. On veut changer les articles intangibles, dont l'article 220. Non, mais il dit pour ça que le peuple, c'est quand même lui qui a la souveraineté. Est-ce que c'est lui qui a... Ça, c'est les expressions que les gens qui défendent le changement de la Constitution disent. Est-ce que c'est lui qui a fermé, n'a-t-il pas les droits d'ouvriers? Est-ce que c'est lui qui a enchaîné, n'a-t-il pas les droits de déchaîner? Pourquoi vous avez peur de vous soumettre, vous tous, au peuple, vous les anti-changements de la Constitution? On ne peut pas se soumettre au peuple parce que, pour plusieurs raisons. Première raison, aujourd'hui, le pays a des problèmes. Il y a une partie du pays qui est contrôlée par Corneille Nangaa et AFC M23. N'est-ce pas? Une autre partie qui est contrôlée par lui. D'autres parties à l'Ituri, là. Et vous connaissez qui contrôle ça? Il y a des groupes armés un peu partout, qui pullulent partout. Il y a des groupes armés du côté de Mobondo, si je ne sais si c'est Mobondo, si c'est quoi. Mais dans cette situation-là, dans ce climat-là, vous voulez aller aux élections, référendum, selon ce qu'ils disent, pour changer la Constitution. Parce qu'on dit que c'est le peuple. Quel peuple? De quel peuple il s'agit? Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, mais M. Perrault, je ne sais pas si vous étiez en 2023 au Congo, lorsqu'il y avait l'élection. Non, 2023, j'étais déjà parti à l'élection. Vous étiez déjà parti. Mais il y avait des machines à voler partout pour les élections. Tous les parlementaires là qui siègent aujourd'hui au Parlement, mais ils avaient des machines dans leur maison. Mais qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, qu'on redonne encore les mêmes machines pour dire oui au référendum, au changement de la Constitution? Troisième raison, la restriction de la liberté. On ne veut pas que les gens s'expriment. Vous osez vous exprimer, on vous châtie, on vous arrête. Vous avez même suivi un pasteur qui menaçait dans une église katangaise que c'est lui qui va refuser le changement de la Constitution, qu'il plie bagage, qu'il aille en Zambie. Si ce sont les autres qui sont du côté Bas-Congo là-bas, qu'ils plient bagage, qu'ils partent à l'étranger. Des menaces comme ça.
Mais vous allez faire quoi, M. Perron? Donc, la messe est déjà dite. Ce qui reste, c'est de proclamer. Dans cette atmosphère-là, comment? C'est ça notre crainte. Vous allez organiser les référendums, comment? C'est ça notre crainte. Vous craignez que le référendum soit déjà une partie gagnée par Tshisekedi? C'est déjà gagné. C'est déjà gagné. La fraude sera là, les menaces seront là. Et on va seulement proclamer que le oui a l'emporté. C'est tout. Vous allez faire quoi? Tous les leaders politiques, ils sont en exil. Les Franck Diongo, les Vouemba, les Katumbi, tout le monde, les Matata Ponyo, tous en exil. Bon, qui va rester là-bas contrôler les référendums? Non, parce que vous parlez déjà qu'ils sont en exil, mais j'ai quand même vu qu'ils ont mis en place une coalition 64, avec notamment Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Tchapoué, Martin Fayoulou Madidi, Jean-Marc Kabound, votre ancien président autorité morale d'Élie Sessara. Est-ce que vous donnez une chance à ces regroupements des C64? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, d'une certaine manière, bouger les lignes et faire reculer M. Tshisekedi dans sa volonté de changer la Constitution? Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes les forces. Même ici, ce que nous faisons, la population a besoin de ça. Dénoncer. C'est ça notre contribution. C'est ça notre contribution. On ne peut pas refuser. Vous voyez, ce qu'ils ont fait là, en tout cas, nous saluons ça. Moi, personnellement, je salue ça. Et qu'il y ait encore une autre plateforme qui doit naître et dire non au changement de la Constitution. En tout cas, je salue totalement cette sortie de C64. Non, mais on dit qu'il y a quand même Martin Fayoulou là-bas, dont on dit qu'il serait... et puis en acquaintance avec M. Tshisekedi, et l'absence des Kabila poserait problème. Pour vous, il n'y a aucun problème? On peut croire en ces gens-là? Mais ce n'est pas le moment, M. Perrault. Vous savez, la division, c'est ce qui nous affaiblit au Congo. On ne veut pas voir ce qui est fait dans le bon sens par les autres. Toujours, oh, tel a fait ça, tel est avec celui-là. Ah, on ne va pas. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, nous avons besoin de conjuguer les efforts de tout le monde pour barrer la route à tous ceux qui tentent à changer la Constitution. C'est ça. On n'a pas besoin de dire non, parce que ce que vous avez cité, Fayoulou est avec le président Félix Tshisekedi. Non, on n'a pas besoin de ça. Le fait qu'il s'oppose à cette tentative du changement de la Constitution, en tout cas, nous devons l'encourager et l'accompagner. Donc, la division, tout le monde est... Pas de division. Ok. L'actualité, c'est aussi quand même la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que ça fait quelques années que que cette partie est quand même touchée. Goma et Bukavu sont sous contrôle. Vous, en tant que président d'une ONG de défense des hommes, comment expliquez-vous la recrudescence, la résurgence et même les répétitions, s'il faut que je les dise, de cette guerre qui ne se termine jamais depuis plus de 30 ans? Quelles sont les vraies causes de cette situation d'insécurité dans l'Est de la République? Monsieur Perrault, j'essaie de rigoler un peu, c'est avec beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse, pourquoi? Parce que personne n'aime la guerre, personne. Et moi qui vous parle, je n'aime pas la guerre. Parce qu'il y a des dégâts collatéraux. Il y a des pertes de vies humaines là-bas. Il y a des gens qui dorment dehors, qui ne sont même pas encadrés, des familles entières. Vous comprenez, M. Perrault? Et cette guerre a duré plus de 30 ans. La MONUSCO, elle était venue. Il y avait d'abord la Monique, après la Monique, c'est la MONUSCO, tout ça. Mais les vraies raisons, vous les connaissez, M. Perrault? Hein? Les vraies raisons, c'est une guerre par procuration. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on veut contrôler nos richesses, les minéraux. Ça, je dois le dire clairement. Il y a les tentacules qui sont derrière cette histoire-là. C'est qui? C'est le Rwanda? Mais les multinationales, elles sont là. Hein. Les multinationales sont là. Vous pensez que c'est... Vous avez suivi la déclaration d'un ancien président, c'est Sarkozy, qui était venu une fois au Congo. Il avait dit quoi? Que vous devez partager vos richesses avec les pays voisins. Il était président de quel pays? Donc c'est un problème très sérieux. Et nous, les Congolais, nous sommes innocents. C'est une guerre qui nous est importée. C'est une guerre qui c'est pas nous, ça vient d'ailleurs. Il y a d'abord ça. Et il y a des agents à l'interne. Vous comprenez? Parce que si on était unis, aujourd'hui, je dois dire les choses clairement.
Tout le monde sait qu'on veut qu'il y ait partition de notre pays, qu'il y ait balkanisation de notre pays. Parce que les gens convoitent notre richesse. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour mettre nos égos de côté et trouver des solutions entre Congolais? Là où nous sommes unis, même s'il y a une grande puissance qui vient, rien ne peut nous ébranler. Rien. Vous comprenez, M. Perrault? Mais lorsqu'il trouve le peuple divisé, mais c'est très facile parce que la voie est poreuse. Cette guerre-là, je regrette. Je ne suis pas d'accord avec la guerre. Parce qu'elle tue les gens. Elle appauvrit le pays. Et même la politique, ils n'auront pas les moyens. Mais on ne sait pas trouver des solutions à l'interne. Les dirigeants ne veulent pas. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce que cette guerre profite à certains. Vous comprenez? Elle les profite. Pourquoi? Parce que, il y a de l'argent qui est dilapidé. Soi-disant, cet argent est destiné pour financer la guerre, mais détourné. Donc la guerre est instrumentalisée, il y en a des gens qui profitent de ça. En interne, M. Perrault, je dois le dire clairement. En interne, c'est quoi? Vous accusez Tshisekedi de profiter de cette guerre? Je l'accuse. Pour vous, Tshisekedi a quelque chose à voir avec la guerre dans Il veut rester au pouvoir. En avançant cette... Il n'est pas victime, Tshisekedi est plutôt acteur de cette... M. Perrault, on avait pris Bunagana. À l'époque, Bunagana, c'est un petit village, un petit territoire, je ne sais pas. Le Congo a combien d'hommes pour récupérer Bunagana? On avait récupéré. On avait pris Rutshuru. On avait récupéré. Il venait jusqu'à Goma, prendre Goma. Et combien d'argent était décaissé pour financer cette guerre? Qu'est-ce qu'on avait récupéré? Donc, cette guerre favorise en interne certaines personnes. On ne sait pas. C'est là que nous sommes en train de nous demander, est-ce que nous sommes honnêtes envers nous-mêmes? Est-ce que nous aimons réellement le pays? Ou soit il y a des agents de balkanisation au niveau interne. On doit se poser cette question. On ne doit pas commencer à être des fanatiques, des flagorneurs, un peu partout, béton, béton, béton. Non, on doit réfléchir. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Même si nous sommes ici. Je crois que vous voyez comment les autres aiment leur pays. Mais nous avons un pays très riche. Mais cédé. On prend les minéraux, on donne à qui on veut, tout ça. Ça doit nous interpeller. Non, mais puisque vous dites que c'est des multinationales, c'est le Rwanda, et là maintenant vous ajoutez un autre élément en disant que la guerre est instrumentalisée par certains, non le président Tshisekedi, comme que vous accusez ici. Mais selon vous, quelle est la solution? J'ai vu qu'ils ont signé des accords avec les États-Unis d'un côté, de l'autre côté, il y a aussi ce processus qui commence un peu à claudiquer d'une certaine manière entre l'FCM 23 et le pouvoir à Doha. Ils étaient récemment ici en Suisse, à Montreux. Vous pensez que les Congolais doivent faire quoi pour en finir une fois pour toutes avec cette situation de guerre? Les Congolais doivent se mettre autour d'une table, parler sincèrement. Les dialogues. Les dialogues. Et ils doivent se parler. Ces dialogues-là, M. Perrault, doivent résoudre les causes profondes de conflit. Lesquelles? Il y a les problèmes de Banyamulenge. Pourquoi vous escamotez cette question-là? Il y a des Banyamulenge, non? Qui réclament être Congolais. C'est un problème. Ou qui sont des Congolais pour vous? Il y a des Congolais qui sont Banyamulenge, mais qu'on exclut. On les exclut. Attendez. Vous dites que les Banyamulenge réclament être Congolais. Oui, parce qu'on ne les reconnaît pas. C'est vous que je reçois. Est-ce que pour vous, les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Mais le président de la République lui-même l'avait dit ici à Londres, quoi. Les Banyamulenge sont des Congolais. Bon, moi, qui suis-je pour vous dire qu'ils ne sont pas Congolais? Vous êtes Congolais, Oscar Rachidi. C'est vous que je reçois ici. Je suis pas avec M. Tshisekedi. Oui. Vous, Oscar Rachidi, est-ce que pour vous, y a-t-il des Tutsis congolais? Est-ce que les Kinyarwanda est une langue congolaise? Est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Mais à Tchangongo, on parle les Kinyarwanda, non? Tchangongo se trouve de quel côté? Du Congo, non? À Gisenyi, on parle de Kinyarwanda, non? Gisenyi, une partie de Gisenyi se trouve au Congo, non? Ils parlent le Kinyarwanda. Pourquoi on va les refuser? En Zambie, à Lumumbashi, là, il y a une partie qui parle les Kibemba zambiens. Ce sont des Congolais. Et c'est pour autant qu'ils sont zambiens. Du côté Bakongo, là-bas, il y a une partie qui se trouve
du côté Angola. Les Bakongo, ils parlent au Congo-Brazzaville également, oui. Voilà. Mais pourquoi vous allez seulement refuser les Banyamulenge pendant que les autres sont calmes? C'est un problème, non? On doit résoudre ce problème. Et si on leur donnait la nationalité, si on les acceptait, ça poserait quel problème? Ils sont minoritaires, M. Perou. Vous refusez 1000 personnes en leur accordant la nationalité, mais vous faites tuer plus de 20 millions de personnes. M. Perou, vous dépensez des milliards d'argent pour cette cause-là. Mais on doit réfléchir. Ce sont les raisons là pour lesquelles on doit se mettre autour d'une table. Donc les causes profondes pour vous, c'est le Banyamulenge? Pas seulement ça. Ok, autre chose. Pourquoi on exclut les autres politiciens? Ceux qui sont en exil, pourquoi on les exclut? Tu sais qu'il dit qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un. Mais non, M. Perrault. Franck Diongo est venu en exil lui-même. Non, mais vous savez que Franck Diongo était menacé à Kinshasa. On connaît les méthodes. Est-ce que Jean-Claude Vembati était menacé à Kinshasa? Bon, je vous ai dit que je n'aime pas la personnification du débat. Qui a menacé Katumbi? Je cite Tshisekedi, qui a menacé Katumbi. Hein? Mais Katumbi était accusé. Mais M. Katumbi. Loubaya est ici qu'il a menacé. Il était accusé au niveau de Kachoboué là-bas qu'il entretenait un petit aérodrome. Et les dossiers étaient déjà au parquet. On avait arrêté certains de ses agents. Hein, M. Perrault? Qu'on nous dit, c'est pas, on ergote, bon, ça, c'est les chicayas des gens de l'IDPS, ça. Moi, je ne peux pas entrer dans ça. Mais sinon, ce que je vous dis, la vérité, c'est quoi? Tous ceux qui sont en exil, aujourd'hui, ont été menacés. Si vous voulez qu'on vous arrête là-bas, dans les geôles là. Ils connaissent, c'est pourquoi ils ont pris la poudre d'escampette. Hein? Ils connaissent les réalités. Donc, pour vous, le dialogue doit traiter les Banyamulenge, doit traiter les problèmes d'exclusion, c'est-à-dire les problèmes de détournement. Parce que c'est pas normal. Aujourd'hui, la dette interne, vous savez, c'est combien? Plus de 16 milliards. Dette extérieure? Oui, 16 milliards. Kabila avait laissé à combien? Monsieur Kabila, c'était combien? 1 milliard quelque chose. Mais dans 7 ans, on est déjà à 16 milliards. Où est parti cet argent? Détourné. Mais on doit savoir qui a détourné. C'est un problème. On ne peut pas dilapider l'argent du pays par un caste au sommet de l'État pendant que tous les restes restent dans la misère. Pourquoi? Est-ce qu'on a accompagné, nous allons accompagner des gens? C'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Nous avons le droit de vivre décemment, dans les conditions décentes. Les agents qui travaillent dans les entreprises doivent avoir des salaires décents qui leur permettent de vivre décemment. On ne peut pas accompagner les gens, un ministre qui touche 75 000 $, un président du Parlement qui touche 350 000 $, un premier ministre qui touche 500 000 $, un militaire qui touche 100 $. Quelle est cette inégalité, M. Perrault? Et vous allez accepter ça? Ce sont des causes profondes auxquelles nous devons débattre ensemble autour d'une table, trouver des solutions. Nous tous, nous sommes Congolais. Dans les cas contraires, on va se défendre avec tous les moyens nécessaires que nous avons. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut mettre sur le dialogue, mais entre-temps, il y a un problème qu'il faut résoudre. Pour vous, puisque vous dites qu'on prend tous les moyens, je suppose que vous parlez aussi des moyens militaires, peut-être? Non, j'ai dit tous les moyens, je n'ai pas cité les moyens militaires. Ah, ok, d'accord. Tous les moyens. Allez, parce qu'on est dans l'Est de la oui. Parlons des moyens. Il y a déjà la population qui est en train de déferler sur certaines avenues. Il y a nous qui sommes ici, nous devons prendre des contacts. Et moi, j'ai déjà commencé les contacts. Hein. J'étais à l'OIA, j'étais un peu partout, hein, moi, en tant qu'acteur de la société civile. Et même, j'avais demandé, on avait écrit même au président Tshisekedi, nous, société civile, nous voulons les rencontrer. Même les colonels Nanga, nous avons déjà écrit. Vous voyez, tout le monde, nous devons les rencontrer. Mais puisque vous parlez des moyens, vous citez Corneille Nanga. Pour vous, Nanga est-il un rebelle? Je parle de l'FCM 23. Est-ce que c'est une rébellion? Franck Diongo dit que ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution basée sur l'article 64. Tshisekedi dit que c'est ni rébellion ni révolution, c'est plutôt des pantins et des supplétifs de l'FCM 23, ou plutôt du Rwanda. Pour vous, quel est le nom, quel est le format que vous donnez à ce mouvement de l'FCM 23? Est-ce que vous comprenez cette guerre que ces gens-là mènent? Est-ce qu'il ne sera pas loyal de poser cette question à M. Corneille Nanga? Parce que moi, je ne suis pas Corneille Nanga. Est-ce que vous comprenez cette guerre? Vous les justifiez? Est-ce que vous comprenez? Vous condamnez? Pour vous, est-ce qu'ils doivent arrêter? Quel est votre avis sur ce qu'ils sont en train de faire?
Moi, je déplore les pertes en vies humaines. Je déplore que les Congolais soient déplacés en interne. Ils ne vivent pas dans leur maison. Il y a des morts. Et aussi, M. Perrault, vous savez qu'à l'Est, là-bas, on a éventré des femmes. Hein? On a pilé certains enfants là-bas, au Congo, à l'Est. Parce que c'est chez moi. Moi, je suis du Kivu aussi. Hein? Je suis aussi du Kivu. On ne peut pas accepter ça. Qui peut accepter ça? On n'accepte pas. Donc vous n'acceptez pas la guerre menée par l'FCM 23? Je n'accepte pas la guerre. Donc je dis bien la guerre. Vous êtes contre la guerre. Jusque-là, la guerre, c'est menée par l'FCM 23. Vous êtes contre ce qu'ils font. Mais vous savez, j'ai dit ceci. Est-ce que c'est seulement à l'Est où il y a la guerre? Du côté ouest, il y a la guerre aussi, non? Avec les Mobondo. Vous savez qu'au pays, M. Perrault, on entre dans des maisons, des gens, on tue les gens. Ce n'est pas une guerre. Quand quelqu'un reste sans son salaire, quelqu'un, un pensionnaire, reste pendant des années après avoir pris sa pension, il n'est pas payé. Ce n'est pas une guerre. Il ne mange pas. Ce n'est pas une guerre. Vous voyez seulement la guerre avec les fusils. La guerre est partout. Hein. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble, traiter de ces problèmes-là. Allez, on va traiter de ces problèmes. Vous dites donc qu'il faut se mettre autour d'une table. Il y a quand même un acteur majeur aussi dans cette affaire, c'est Kabila, que vous avez combattu d'ailleurs. Hein. Il a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique, qui dit de lui qu'il est de mèche avec l'FCM 23. Pour vous, ces sanctions sont justifiées. Vous comprenez que l'Amérique sanctionne Kabila? Aujourd'hui, je dois quand même rectifier quelque chose. Moi, je n'ai pas combattu Kabila, j'ai combattu le régime Kabila. Les régimes Kabila. Même aujourd'hui, je combats le régime Tshisekedi. Parce que j'ai dit, je ne peux pas personnifier les débats. Je combats le régime Tshisekedi parce qu'il y a un système de prédation dans ces régimes-là. Vous comprenez? À ce qui concerne ces condamnations-là, moi, je déplore l'attitude des impérialistes américains. Je déplore ça. Pourquoi sanctionner Kabila seulement aujourd'hui, qui n'est pas au pouvoir, et ne pas condamner ceux qui sont au pouvoir, qui sont en train de voler l'argent? Ils volent, hein? Ils pillent. Hein? Il y a des preuves partout, tangibles et palpables. Dit par un ministre des Finances, je le répète encore, tous les financements qui viennent, ils se partagent. Pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Donc ils ont organisé les élections des pacotiles, les élections chaotiques qu'on reprochait à l'ancien régime de Kabila. Pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Pourquoi? Hein? Pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Donc vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas d'accord que les Américains sanctionnent Kabila? Mais j'ai dit ceci. Mais vous êtes contre la guerre. On dit j'ai dit c'est lui qui tire le ficelle de cette guerre. Mais il devrait nous donner des preuves, non? On ne peut pas, M. Perrault, on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Dire seulement que non, c'est lui qui a... Qu'on nous donne des preuves. Nous sommes là. Il y a quelque chose qui dit en latin, actorius incumbito probatio. Ils doivent nous prouver... La charge de la preuve incombe à la personne qui voilà. Qui nous donne. Pas seulement parce que vous êtes une grande puissance, mais ça nous n'accepterons pas. Moi, personnellement, Rachidi, je n'accepterai pas. Le Congo, c'est mon pays. Pour le Congo, c'est ma patrie. Je peux accepter de mourir. On m'a déjà tiré plusieurs fois. Et je n'ai pas laissé, je n'ai pas abandonné. Mais vous avez fui quand même, hein, il faut le dire. Mais vous savez, on prend de l'âge, il y a une période où j'ai résisté pendant 3 fois. Et donc, on ne peut pas s'amener à l'abattoir comme ça, couper la tête. Monsieur Perrault. C'était pour vous embêter. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission. Oui. Les Congolais vous regardent. Vous leur direz quoi pour conclure l'émission de ce soir? Ça a été... Vous leur direz quoi? Les Congolais doivent se prendre en charge. Le problème aujourd'hui ne se situe pas au changement de la Constitution. Le problème ne se pose pas au niveau des textes. Le problème se pose au niveau de l'application. Application au niveau du respect des textes. Le problème se pose au niveau de l'homme qui gère ces textes, qui applique ces textes. C'est là que se trouve le problème. La Constitution n'est pas mauvaise. Que le peuple demande aux dirigeants de trouver des solutions à leurs problèmes. C'est-à-dire quoi? L'eau, l'électricité, l'emploi. Vous comprenez? Et les salaires.
Donc, bref, les sociales. Et les Congolais doivent se prendre en charge. Parce que quand la guerre vient, elle ne choisit pas, hein, c'est tout le monde. Hein. Il ne faut pas être fanatique. Parce que c'est elle. Non, on doit avoir les deux pieds sur terre. Défendre votre droit. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, aux hommes politiques. On avait vu à l'époque de l'ancien régime, il y avait des ministres vaillants qui occupaient des fonctions politiques au niveau du gouvernement. Il y avait des ministres, il y avait des PDG. Ils avaient démissionné par un sursaut d'orgueil pour dire que non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je claque la porte, je démissionne. À l'époque, il y avait des gens qui ont démissionné. Je ne peux pas citer leur nom. Même celui qui est au Parlement, au Sénat aujourd'hui. Il avait démissionné à l'époque des G7. Il était ministre. Samalou Konde. Mais pourquoi aujourd'hui il est maintenant au Sénat? Nous voulons voir maintenant sa réaction. Parce qu'à l'époque, il avait démissionné pour dire non, on ne peut pas changer la Constitution. Mais le même problème revient. On va le voir maintenant à l'acte. À la communauté internationale. Pourquoi deux poids, deux mesures? Parce qu'à l'époque, la communauté internationale était très regardante. Très regardante sur le régime Kabila. Tous les jours, il y avait des sanctions. Tel ministre a été sanctionné. Tel ministre a été sanctionné. Mais aujourd'hui, on n'entend plus la communauté internationale. Pourquoi? Il y a une supercherie ou quoi? Nous interpellons cette communauté internationale qu'elle soit quand même active dans les prises de sanctions, parce que tout ce qui s'est fait là, elle combat la corruption, la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la corruption est là-bas, à ciel ouvert. On la voit partout. Les détournements sont dénoncés, mais elle reste taiseuse. Elle ne parle pas. Un silence assourdissant. Elle ne parle pas. Et pourquoi ça? Nous demandons à la communauté internationale de faire quelque chose. Ici, je salue le courage d'un acteur politique belge qui avait quand même dénoncé. Hein? Je ne peux pas le citer, c'est... Louis Michel? Louis Michel, oui. Okay. En tout cas, je félicite son courage pour avoir dénoncé. Parce qu'on donne quand même un mauvais signal pour ce changement de la Constitution. On ne veut pas changer, je dis au peuple, on ne veut pas changer la Constitution pour le plaisir, comme on vous dit, on vous trompe, que c'est pour ceci, cela. Elle a été faite à l'étranger. Non, on veut changer la Constitution pour que ceux qui sont au pouvoir restent éternellement au pouvoir. Ils le disent d'ailleurs, qu'on va quitter le pouvoir jusqu'à l'avènement des choses de Jésus-Christ. Moi, je suis musulman, je m'excuse, mais ils le disent comme ça, ouvertement. Mais cette population doit quand même se réveiller. C'est ça la raison du changement de la Constitution. Que le président Tshisekedi annule, remette le compteur à zéro, qu'il change les articles intangibles, les articles verrouillés, dont l'article 220, eh bien, là, il va rester au pouvoir. Comme il a tous les moyens régaliens lui reconnus par la Constitution, les moyens de l'État, eh bien, il va faire tout ce qu'il veut. Voilà le message. Donc, on doit se mettre tous debout pour dire non au changement de la Constitution. Oscar Rachidi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Grand merci à vous d'avoir répondu. Ça a été un grand plaisir. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau, mais croyez-moi que vous reviendrez de temps en temps pour faire l'analyse d'actualité politique avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur Oscar Rachidi, qui est président d'une ONG de défense des droits de l'homme, président de la Ligue contre la corruption et la fraude. Vous l'avez suivi, avec lui, on a donc fait la lecture de l'actualité politique, mais aussi sociale dans notre pays, la République démocratique du Congo. Grand merci à l'équipe technique qui a été avec nous ici, qui m'a accompagné et qui m'a permis donc d'entrer en contact avec vous. Merci beaucoup à notre ami Jason, Docteur en Versace aujourd'hui, hein, Congolais à Otigalaga, Congolais. Merci beaucoup. Et Monsieur Ganou, merci également à toi pour ton soutien. Allez, je vous retrouve sur cette chaîne pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir et à la prochaine.